Udemy est au-dessus du lot sur le reste du marché, c'est évident. La big idea de monter une personal brand et la big idea de l'AI étaient celles qui allaient prendre tout sur les 15 prochaines années. J'ai envie de passer de 5 à 7 000 euros par jour à 20, 30, 40, 100, 150 par jour. Ok, Mathis, on est hyper heureux de te recevoir aujourd'hui. Le but de cette vidéo, c'est de rentrer dans le concret. Je vais te poser beaucoup de questions en termes de chiffres. Ok. Euh, Parce que je suis souvent frustré des podcasts qui finalement ne rentrent pas vraiment euh, dans les détails des taux de conversion, des différents mindfucks du fondateur, du pivot en termes de cible, des moments de doute, etc. Donc déjà, c'est des points que j'aimerais bien aborder avec toi. Je pense que ça va être la première partie. La seconde partie, j'aimerais bien pouvoir parler du futur des agences, parce qu'aujourd'hui, tu aides, d'ailleurs, tu vas nous le réexpliquer juste après, mais de ce que j'ai compris, tu aides les agences à se structurer et à scaler leur activité. Euh, je suis très curieux de comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu perçois le futur des agences à l'ère de l'intelligence artificielle, où bon, on l'a encore vu très récemment, en quelques clics, tu peux avoir des visuels absolument incroyables gratuitement. On l'a Mm. vu avec le nouveau modèle de ChatGPT 4.0. Donc, comment est-ce que tu briefes tes clients sur ça? Et ensuite, dernier point, comment est-ce que tu vas voir, toi, l'évolution de ton activité en tant qu'infopreneur dans les prochaines années avec cette nouvelle technologie, avec les nouvelles tendances, avec les nouveaux entrants, etc., etc. Donc, Ok. voilà pour le programme. Et puis après, ça va être de l'improvisation totale. Let's Alright. go? C'est parti. Eh bien, écoute, commençons d'un point de vue. Peut-être. Rappelle-nous qui tu es, Ouais, ce que tu fais, depuis combien de temps est-ce que tu as commencé? bien sûr. Alors moi, Mathis Clouet, j'ai eu 21 ans il y a quelques semaines. Je suis basé maintenant à Dubaï. Ça fait 3 ans quasiment que je me suis expatrié là-bas. Pour d'abord des raisons fiscales, puis il se trouve que j'ai trouvé plein d'autres super raisons de rester. Ma raison de venir était pour ça et j'ai trouvé des raisons de rester après. J'ai une agence de copywriting, Business Crib, que je me suis monté à l'époque de Tugan, un petit peu Tugan Barra pour ceux qui connaissent. Je m'étais vraiment formé là-bas au tout début. Et puis ensuite, j'ai basculé sur un système d'accompagnement, ce qu'on accompagne d'abord des infopreneurs au pourcentage, avec de l'organique, etc. Et j'ai monté ensuite TheEcosystem.io, qui est aujourd'hui ma boîte d'accompagnement sur la partie business en étiquette. Alors, on était effectivement au départ concentré sur la structuration d'agence, scaling d'agence. Aujourd'hui, on s'est étendu au business d'accompagnement également. Et on a un peu de business de consulting, mais ça va représenter 10 à 15% de notre activité. Donc, c'est vraiment peu. La majorité de nos clients sont aujourd'hui des business d'accompagnement ou des agences. Et donc, on se concentre sur la partie vraiment business en étiquette. Donc, avec des prestations en plusieurs milliers d'euros, que ce soit sur du done for you pour la partie agence ou du done with you pour la partie accompagnement. Parfois même un petit peu do it yourself pour des accompagnements qui tendent plus vers de l'infoprenariat que de l'accompagnement en réalité. Et voilà, donc j'exerce tout ça depuis mon ordinateur à travers le monde. The Ecosystem, c'est quelle date? C'était il y a 2 ans, Alors, c'est ça? ouais, c'est ça exactement. C'était en Ok. août d'il y a 2 ans. Alors, c'est marrant, faut que je te redonne exactement l'année. C'était mi-2023. Oui, mi-2023. Ouais, c'est ça. Ok, très clair. Aujourd'hui, c'est quel volume de chiffre d'affaires, pour quel coût, quel bénéfice, combien de membres dans l'équipe, combien de clients en tout, tous ces chiffres. Ouais, bien sûr. Alors, on accompagne plus de 400 boîtes. On a fait en 2024 1,8 million d'euros cash collecté avec The Ecosystem. Là, aujourd'hui, on a entre 150 et 200 cas de chiffre d'affaires collecté par mois. Ça va varier. Il y a des mois qui sont plus faibles, des mois qui sont plus importants, avec des pics, etc., comme dans n'importe quel business. On a une marge qui est à plus de 80% aujourd'hui. Parce qu'on a un système où, en fait, on accompagne des business au-delà des 4 mois d'accompagnement, dans lesquels on est intéressé pour prendre du pourcentage, non pas en equity, mais d'abord en share revenu, pour ensuite les proposer au bout de 6 à 12 mois en equity. Pour ce que pour l'instant on n'a pas encore, on est vraiment sur le share revenu, c'est le plus simple et c'est ce qui nous permet d'avancer plus rapidement. Du coup, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de profit sur la seconde partie et d'être vraiment profitable. Et on est une équipe de dizaines de personnes. Il y a que des freelances, mais qui sont internalisés, qui sont uniquement avec nous. Mais dans le système de fonctionnement, je veux dire contractuel, c'est freelance, et qui sont pour la majorité intéressés en plus au pourcentage, ce qui fait qu'on est une team qui est très impliquée dans les résultats des écosystèmes, quoi. Vous êtes combien dans l'équipe à tout? Une dizaine. Une dizaine. Ça va Ok. varier de ce que tu prends en termes de temps plein, de temps partiel, etc. Mais ouais. Ok.
Et aujourd'hui, c'est 100% de l'organique au niveau de l'acquisition. 100% de l'organique. On a lancé les ads il y a 2 à 3 semaines, Ok. mais on a signé 3 clients avec. Enfin, on a fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires collecté 100% d'organique. Aujourd'hui, c'est toujours que de l'organique, grande majorité. Et organique, principalement sur LinkedIn, YouTube. LinkedIn, YouTube, Instagram, School, et on arrive sur les mails. Voilà. C'est-à-dire organique via School. En fait, School est pour moi un catalyseur de YouTube. C'est-à-dire que YouTube, vous pouvez pas DM les personnes qui s'abonnent à votre chaîne YouTube. Donc, il faut trouver un moyen de les rediriger vers quelque part. Et donc, il y a Instagram et School. Et School, je fais que des appels à l'action depuis YouTube. Ce qui, du coup, me permet de vraiment comprendre que les personnes qui rentrent dans mon groupe School gratuit, où aujourd'hui on a à peu près 3200 membres, bah, sont des personnes qui viennent de YouTube. Et donc, ça permet de pouvoir augmenter la confiance et surtout de les DM via du setting, comme s'ils étaient. Enfin, comme si on les contactant, quoi. Ok, hyper intéressant. Et le groupe School, les personnes, ils interagissent un peu à l'intérieur ou Non, finalement, du ils tout. sont incentivés parce qu'ils entendent parler d'une communauté avec toi qui chapeaute la communauté. C'est Ils ça. rentrent dedans et finalement, le simple intérêt, c'est juste un DM de ta part. Alors, c'est la particularité, c'est que mon groupe School n'est pas une communauté. Ok. C'est une audience. Parce qu'en fait, une communauté, les membres échangent entre eux. Une audience, c'est moi qui échange avec les membres. Et j'ai pas activé le post de personnes sur School parce que j'ai pas pris le temps. J'ai pas envie de passer mon temps à modérer. Et puis, dans le secteur dans lequel je suis, euh, il y a tellement de personnes qui vont venir parasiter en essayant de faire leur pub, etc. J'ai pas envie de, de, de placer des CM à longueur de journée en disant bon, ça c'est de la pub, ça c'est pas de la pub, ça c'est de la pub cachée, c'est pas de la pub. Donc en fait, c'est une audience où j'apporte un maximum de valeur, où je donne mes stratégies à moi, ce qui fonctionne pour moi, je partage des vidéos que je partage pas sur YouTube. Bref, je donne des insights et les personnes que ça intéresse peuvent me suivre sur School. C'est intéressant ça. Pourquoi est-ce que tu n'as pas choisi un groupe Telegram ou un groupe WhatsApp Telegram? Tu peux DM aussi les personnes de la même manière, hein. Très bonne question. Alors Telegram, j'avais l'impression que la valeur perçue était un peu différente. Mais je peux me tromper, peut-être que c'est une idée préconçue nulle. Mais surtout que School présente quand même beaucoup d'avantages en termes de vidéos à disposition. Par exemple, le Classroom est super. C'est-à-dire que vous pouvez mettre à disposition des vidéos qui sont ultra visuelles, des modules complètement gratuits avec des appels à l'action qui sont très clairs. Si j'ai envie, je peux commencer à faire des webinaires avec le calendar, brancher un Webijam ou un Zoom, c'est complètement possible. J'ai des stats qui sont assez clairs dessus. On a des systèmes de DM automatiques avec des profils qui sont top aussi. Euh, c'est plus pensé vraiment conversion et audience que je le trouve Telegram. Et puis Ok. surtout, ça me permet d'avoir récolté des mails, des leads et de pouvoir shooter mes 3200 membres tous les 72 heures avec une super délivrabilité directement dans la boîte mail de mes clients. En plus des posts sur School et des notifications qui reçoivent au quotidien de mon groupe School, quoi. Ok. Est-ce Et que tu peux nous... aujourd'hui. Vas-y, Pardon, vas-y. vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y, je vas-y, t'en vas-y. prie. Vas-y, je t'en prie. Mais je vais peut-être couper le truc, mais moi j'aimerais bien savoir, parce que et c'est très cool, t'es encore super jeune, j'aimerais bien savoir comment t'es tombé dans le business, enfin, quel a été le déclencheur et comment t'es tombé sur, sur ça, et qu'est-ce que t'as connu au départ, comme le disait Luc tout à l'heure, le plus ouvertement possible comme galère, comme complexité, enfin tu vois, Ouais, bien comment tu sûr. t'es fait quoi. Ouais, 100%. Alors, moi, j'ai arrêté avant le bac, en fait, le lycée. J'étais à Nantes à l'époque. Et j'ai commencé le copywriting via donc Tugan, où j'ai commencé à acheter le bouquin Marketing Underground. Je faisais des pages ventes. J'ai fait le bootcamp, j'avais à peine 17 ans quand j'ai fait le bootcamp de Tugan à Roanne. Et j'étais le seul, déjà mineur, mais même le seul mec d'en dessous de 28 ans, 29 ans. C'était que des adultes, full grown men. Donc je me retrouvais là, dans ma petite ville de Roanne, pendant 3 4 mois en hiver, tout seul. Alors que, bah, littéralement, les personnes de mon âge, mes potes, étaient avec d'autres personnes de mon âge à s'amuser, etc. Donc c'était super, mais bon, c'était un choix que j'ai fait. J'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup, je me suis retrouvé immédiatement dans la vie professionnelle, mais la vie professionnelle entrepreneuriale, avec des personnes qui bossent 24/24, non-stop, 7/7. Donc ça m'a vraiment mis un mur, enfin mis un mur de réalité plutôt, en disant, ok, il y a des gros chiffres qui peuvent être faits, parce que du coup, on a aussi rencontré des personnes qui, dans la sphère à l'époque, dans la sphère de vente de PDF, faisaient des très gros chiffres, mais ça requiert beaucoup de boulot. Donc j'ai commencé à bosser là-dessus. La première agence que j'ai montée, Business Scribe, j'ai mis 8 mois
à prospecter avant d'avoir un seul premier client, qui d'ailleurs m'a pas payé au front, m'a payé au pourcentage. Et donc je faisais une page de vente, et en échange je prenais un pourcentage sur cette page de vente. À l'époque, là, je me souviens de la toute première page de vente, j'ai négocié 3%, puis après je me suis rendu compte que je pouvais pas trop bouffer avec ça, sauf si c'était un énorme infopreneur et que j'avais de la chance, etc. Euh, et donc en fait j'ai commencé à évoluer comme ça, et je me suis vite rapidement rendu compte que j'étais catégorisé comme copywriter, et le copywriting c'est bien, j'ai appris un skills et une compétence, mais je voulais surtout pas être catégorisé comme copywriter. Je voulais être catégorisé comme marketeur, et de manière générale, je voulais pas du tout m'enfermer sur du copywriting, surtout à 17 ans. Je trouvais ça boring, tu vois, d'être catégorisé comme le mec qui sait juste écrire. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est le marketing de manière générale. C'est toute l'ingénierie qu'il y a derrière, la psychologie. Moi, ma passion avant ça, c'était la magie. Un peu comme Jean Hollander, j'ai fait un podcast avec lui, et qui lui, on s'est trouvé ce point commun-là. C'est que pendant 4 ans, j'ai fait des représentations, des tours de cartes, des tours de pièces. Et je trouve que le marketing avait un peu cette idée-là de trouver des mécanismes pour persuader, etc. Donc je trouve ça assez intéressant. Et donc j'ai commencé de manière générale, m'étendre plus à l'acquisition. J'ai commencé à regarder Alex Hormozy. Il faisait commencer à faire son contenu en anglais, et ça m'a simplifié beaucoup de choses, et démystifié beaucoup de choses sur l'acquisition. Parce qu'avec Tugan, on voyait plus la partie conversion qu'acquisition. Et donc j'ai commencé à comprendre les mécanismes d'acquisition, et donc à me tourner vers les infopreneurs qui étaient mes clients, les vendeurs de PDF, en disant hey, est-ce que je peux prendre 5 ou 10% de plus si je fais en plus de ça du contenu sur ça, sur ça, sur ça. Et donc j'ai commencé à étendre mes services marketing à une seconde agence, enfin en fait l'évolution de Business Crib, à m'associer avec des personnes. Et, euh, et au final, après, je me suis rendu compte que l'association, c'était pas pour moi, c'était pas ce que je voulais faire, en tout cas, pas à ce moment donné-là. Et où j'ai monté TheEcosystem.io, quoi. Et est-ce qu'on peut revenir sur l'association, plus en détail, si tu peux en parler, avec combien de personnes, qu'est-ce qui te motivait dans cette association-là et qu'est-ce qui a foiré? C'était avec mes deux anciens associés. J'ai eu plusieurs fois des associations, et en fait, moi, je me rends compte que je suis pas fait pour les associations. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression de rendre des comptes, ou de devoir rendre des comptes. J'ai une impression très désagréable euh, parfois, t'as l'impression d'en faire plus, ou des fois d'en faire moins. Je suis vraiment pas. C'était probablement une mauvaise association, parce que c'était les personnes qui étaient d'abord des personnes avec qui j'ai un bon contact, des amis, etc. Mais je peux comprendre le fait de s'associer quand c'est par exemple sur des boîtes plus start-up, où il va avoir un profil vraiment marketing, un profil tech. Avoir un nerd qui code dans sa chambre, et l'autre qui essaie de communiquer ce que le mec code dans sa chambre au reste du monde. Et je dis ça, moi je suis un nerd du marketing, je me considère comme un nerd, mais sur mon sujet. Euh, et quand il y a des profils ultra complémentaires avec des projets à plus grosse échelle, etc., je pense que ça peut être pertinent. Sur des projets bootstrap, partant de zéro, avec des hard skills comme du copywriting, du marketing, en fait, valait mieux juste se lancer en freelance chacun de notre côté, monter sa boîte, et ensuite, à terme, 2 ans après, se retrouver, voir s'il y avait des synergies, et des vraies synergies, pas les synergies de LinkedIn, et voir si on pouvait faire des trucs. Et donc ça a pas marché, quoi. Ok, et j'imagine que c'était sur un. Vous vous êtes mis d'accord sur ça, sur le fait qu'il Ouais, fallait tous les deux. Ok, sans trop de. Ok. Et vous aviez créé une boîte de base ensemble ou pas? ouais, ouais. Alors nous, on Ok. était basé, tu sais, c'était un peu LLC, Dubaï, etc. Les débuts entrepreneuriaux, tout le monde fait ça. Et après, tu te structures et tu professionnalises, quoi. D'ailleurs, c'est drôle que ce que tu viens de dire est assez ahurissant, hein. C'est le cas pour le coup, mais c'est terrible que les débuts d'une aventure entrepreneuriale, ce soit une LLC ou qu'on fasse sur Stripe ou Bah, directement En même au temps, il n'y a rien qui nous Delaware. facilite la vie. Il y a rien qui nous facilite la vie en France aussi, il faut le dire. En fait, à partir du moment où je trouve, moi, en France, tu passes plus de temps à essayer de comprendre le système fiscal, comprendre le système de structuration de boîte, plutôt que juste d'apprendre une compétence qui apporte de la valeur à un marché. Hmm. Bah, en fait, le pays, il encourage pas du tout l'entrepreneuriat, et ça facilite pas du tout le truc, quoi. Enfin, c'est galère, hein. Oui, je veux bien qu'il faut apprendre à professionnaliser, mais c'est pas la priorité, quoi. Ouais, je vous confirme, je vous confirme pour être le vieux autour de la table que, en effet, si tu commences à grossir un peu et que t'as pas cadré tous ces trucs-là en France, tu peux avoir des problèmes. Et c'est ridicule parce qu'en fait, ça te prend quasiment, enfin, nous, on a quasiment une ressource, enfin, un salaire temps plein tout le temps pour gérer ce genre de choses. Et encore, il y a des trucs que tu sais pas, il y a des trucs qui changent, qui bougent. Enfin, c'est très, je trouve que c'est dommage qu'on ne facilite pas. Et tu vois, quand je te vois, encore une fois, t'as démarré, t'étais tout jeune, machin, qu'on ne facilite pas l'accès à l'entrepreneuriat à des gens qui sont talentueux, clairement.
Euh, je trouve ça extrêmement dommage. Ça implique que derrière, on perd, même au-delà de la question fiscale, mais ne serait-ce que par la complexité administrative, on perd des talents comme toi, les perd, entre guillemets, tu vois. Mais je Hmm. trouve que c'est extrêmement dommage. Bah, c'est sûr que tu vois, c'est la boiserie qui en parlait. La boiserie qui est pourtant bien, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui est implanté en France. Non, c'est un des plus gros youtubeurs, un peu style GMK, mais vraiment euh, un peu style gitan. Il s'en vante. Et c'est un super entrepreneur. Il fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en France par an. Il se prend contrôle sur contrôle sur contrôle. Il arrive toujours à tout passer parce qu'il est super pro, super cadré. Il fait des concours extraordinaires. Je vous invite à aller voir. C'est un entrepreneur vraiment que je respecte énormément, qui est très 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 fort dans tout ce qu'il De fait. la Il a une voiture? boîte. Quoi? Il fait des voitures? Ouais, il fait des Ouais, toi. voitures. Il a une chaîne où il a même une chaîne maintenant de réparation de voitures partout au travers des garages qu'il a monté. Enfin, c'est vraiment si vous voulez un exemple d'influenceur, de youtubeur qui a réussi à monétiser son audience sur des sujets avec des vraies boîtes en présentiel en France et tout, c'est un case studies, le Ouais, plus gros case studies, intéressant. je pense, français. Et lui disait qu'en 2024, il y a eu 15 000 nouveaux millionnaires en France et que sur ces 15 000, 13 000 se sont barrés, se sont expatriés. Et, Ok. et tu vois la décadence d'un pays à la vitesse à laquelle bah, la richesse part. Quand je dis la richesse, les nouveaux millionnaires partent, c'est fou. Attends, mais c'est une vraie stat, ça? C'est une vraie Ou- stat que vous pouvez retrouver, c'est une vraie stat. C'est complètement dingue quand même Ah bah de se ouais. dire ça. Et donc, c'est vrai que là, on a juste envie d'avoir un Musk en France qui coupe la bureaucratie. Alors, un Musk, peut-être pas sur tous les points, mais en tout cas, quelqu'un qui arrive et qui fasse un découpage de la bureaucratie en France. Parce que de toute façon, si on le fait pas par nous-mêmes, par des entrepreneurs, eh ben c'est la Commission européenne qui, dans 5 ans, quand on finira comme la Grèce, à mon sens, viendra le faire avec des fonctionnaires et qui, de toute façon, finira par devoir le faire parce que le déficit, il est trop gros. Et au lieu d'essayer de trouver du profit, comment générer de la valeur, on essaie juste de taxer plus, parce qu'on est incapable de faire des économies, incapable de remettre notre système en question, incapable de se débarrasser des systèmes énarchiques, enfin bref. On te Euh, remercie parce que tu nous as fait le teaser, là, pour donner aux ouais, gens envie de cliquer. bon bah génial. Euh, mais ouais, c'est flippant, c'est ahurissant, c'est terrible qu'on en soit là, et Est-ce ouais, que, franchement. est-ce que toi, si demain les impôts français tombaient à 11%, impôts sur les sociétés, tu pourrais remettre ta société en France ou pas? Tout à l'heure, tu nous parlais de Dubaï tu nous disais Hmm, que tu étais venu à Dubaï pour la fiscalité de base et finalement tu étais resté pour les personnes, pour autre chose. hmm. Est-ce que tu pourrais revenir en France si seulement la fiscalité changeait ou non? Euh, oui, probablement. Honnêtement, le pays est quand même assez extraordinaire. Moi, je suis un amoureux de la Bretagne, je suis un amoureux du terroir français. Je trouve que c'est un des plus beaux pays du monde. Euh, mais par contre, effectivement, quand je suis à Dubaï pour des périodes de travail, c'est tellement simple, moderne, efficace, que même si je remets ma boîte en France, je passerai une partie de l'année quand même importante à Dubaï pour les gens que j'y rencontre, pour la manière de fonctionner. Mais c'est vrai que de pouvoir y passer peut-être plus de temps en France l'été ou un mois l'hiver, enfin, oui, ça jouerait énormément sur la balance. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, en fait, c'est même pas une question que d'imposition. Les gens disent oui, mais pour les impôts, tu peux optimiser, etc. Tu peux baisser quand même. Mais c'est plus une question de paix mentale. C'est-à-dire que de me prendre des contrôles, même si je suis tout blanc et que tout est bon et que j'ai tout réussi à faire, etc. Il suffit que je me trompe une fois ou qu'il juste cherche la petite bête. Le nombre d'histoires. La boiserie en parle, hein. Il en parle parfaitement. Il en parle tous les 3 mois parce qu'il se fait un contrôle tous les 3 mois. Où il a rien, littéralement, mais il leur donne un truc pour qu'ils se barrent, les impôts. Ça fait un mois qu'il passe dans les dossiers à tout éplucher, etc. Tout est bon, mais qu'il va faire exprès d'essayer de trouver un truc pour que juste eux se barrent avec un truc et qu'ils puissent ramener quelque chose à la maison. C'est un enfer Enfin, moi, ça me stresse tellement que si tu veux, j'ai pas envie de passer du temps et de perdre de l'énergie là-dessus. Et c'est un peu aussi un fuck au système que j'ai envie de faire en disant bon, bah, vous voulez jouer à ça, très bien, on se barre, quoi. Vous méritez même pas qu'on rapporte. Enfin, ça donne pas envie, quoi. Et puis Hmm. après, il y a aussi ce truc de comment est utilisé l'argent que tu leur donnes. Tu leur donnes 11%, ok, pour faire quoi? Moi, si je paye des impôts à Dubaï, je suis très content de payer la TVA qu'il y a maintenant à Dubaï ou les 10% qu'il y a sur les plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires fait à l'année, etc. Quand tu dis tu payes la TVA à Dubaï, c'est sur les biens et services que tu achètes à Dubaï, tu veux dire? Ouais, 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 il y a une Ok. TVA maintenant, il y a Ok. 5,5%. Et tu te dis, bon, bah, cet argent-là, il va pour un gouvernement qui veut notre bonheur, qui veut notre bien et qui, en tout cas, va dans notre système à nous, qui fait tout pour nous faire rester. Peut-être que c'est de l'égoïsme, mais ok, c'est de l'égoïsme intelligent.
Hmm. Si on refocus un tout petit peu, à part si Alex, tu veux revenir sur ça. Non, Ok. on Je me avait suis un call peu point. écarté, hein. Aucun souci. Et si on refocus un tout petit peu, du coup, 1,8 million d'euros encaissés en 2024, euh, principalement sur de l'organique. Tes taux de conversion lors des appels étaient de combien? Alors ça varie beaucoup. J'ai cru entendre Ouais. 50% dans tes anciens podcasts, 50%, 60%. Il y avait des périodes où j'étais proche de ces chiffres-là, aujourd'hui plus du tout. Ok, On a ok. beaucoup plus de leads. On est aujourd'hui entre 18 et 35% de taux de closing. Sur Ça va l'organique. dépendre sur l'organique. Ok, Sur ça marche. l'organique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens vont, il y a certaines personnes qui vont regarder ce podcast qui vont dire ah, c'est vachement bas, 18% sur l'organique. Le truc, c'est que nous, on n'a pas de système de préqualification. C'est-à-dire qu'on prend tout le monde en appel. On prend tout le monde en appel. Les personnes qu'on peut pas aider, on leur dit et on les redirige vers ma chaîne YouTube. Et quitte à ce qu'on les redirige une fois, deux fois, trois fois, on a de la patience avec nos leads. Et les personnes qu'on peut aider, ben, on voit et on n'a pas de pression particulière sur la vente. Enfin, on a une vente, pas une vente à l'américaine en tout cas. Euh, Ce qui du coup nous permet d'avoir des personnes qui, lorsqu'elles commencent avec nous, sont pas sur les nerfs et n'ont pas l'impression d'être forcées pour du closing. Ce qui du coup nous permet d'avoir une équipe de délivrabilité beaucoup plus sereine, plus de résultats, etc. etc., etc. Donc ouais, c'est notre système, c'est-à-dire qu'on prend vraiment tous les leads. Et donc si on devait commencer à préqualifier comme la majorité des sales teams le ferait, ben, on se rapprocherait plus des 35% à 50% de taux de closing qu'en réalité des 18 à 35% sur lesquels on est actuellement. Et là, on parle de combien de leads par semaine que vous arrivez à obtenir? On parle, tu vois, on fait entre 250 et 300 leads par mois. Il y a des mois, on va être plus aux alentours de 200. En ce moment, on est aux alentours de 200 leads par mois. Appels qui show up, hein. Je parle toujours appels qui show up. Donc là, aujourd'hui, on a une cinquantaine d'appels qui show up toutes les semaines. Ok. À Ça, l'instant T. Et ça 100%, a pu augmenter à 300. Comment? 100% avec YouTube et LinkedIn et School. Ouais, YouTube, LinkedIn, Instagram, School, ouais. Ok. Impressionnant. Très impressionnant. Bah, oui et non, parce que je fais 15-20 000 impressions par semaine sur LinkedIn, tous les 7 jours. Donc, oui, c'est peu par rapport à certains. La majorité des gens vont faire ça sur leur post. Enfin, euh, je veux dire, je suis pas du tout un gros créateur de contenu sur LinkedIn. Mais si, vu que je parle uniquement de ma cible, à ma cible et de sujets qui intéressent ma cible, bah sur 20 000 impressions, sur LinkedIn, je peux espérer qu'il y ait 15 personnes qui bookent un call. Ensuite, sur Instagram, je vais faire en story à chaque fois 2000-2500 vues. Je vais faire des stories toutes les semaines. Je vais cumuler peut-être 10-15 000 vues de stories par semaine. Je peux espérer qu'il y ait aussi 15 personnes qui show up. Ensuite, en setting, on va booker 15 personnes de plus. Et après, sur YouTube, bah, j'ai toujours pareil 15-20 000 vues qui tournent toutes les semaines. Donc on peut espérer booker 15 personnes. Donc oui, les taux de booking par rapport au nombre de vues sont importants, mais c'est justement ça que je prône. C'est de dire, vous pouvez booker des personnes intéressantes en appel avec peu de vues si votre sujet est intéressant, que vous êtes vraiment pertinent. Et ton avatar idéal, c'est quoi? Il en est à quel stade? Il rêve de faire quel chiffre? Il est entre 5 et 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Il Ok. veut passer le stade de je fais tout seul, j'ai des leads par recommandation, par prospection irrégulière, etc. Il veut processiser un minimum et pouvoir passer la barre des 30-50 cas par mois, qui est en fait la barre où juste tu dois commencer à avoir un setter, un closer, un CSM, avoir un système d'acquisition un minimum clair, avoir des process, et pas avoir des process d'une boîte qui fait 10 millions de chiffre d'affaires par an, mais juste de basculer à un modèle qui marche avec un système simple. Moi, je suis pas vraiment partisan des systèmes complexes, webinaires, etc. Et je dis pas que ça marche pas, hein. Yomi a fait des sommes extraordinaires avec ces webinaires-là, plus que même sur le marché US, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'un Yomi Denzel sur le marché français fait plus d'argent sur ces webinaires que des top Iman Gadzhi aux US. Donc on voit Ça, qu'il y a c'est quand même fou, hein. C'est Faudra qu'on dingue, en reparle après, mais je trouve ça délirant, ça. c'est complètement délirant. Et donc ça marche super bien ces systèmes-là. Je dis juste que pour la majorité des personnes qui sont entre 5 et 20 cas par mois, bah c'est pas le plus pertinent. Cole Gordon aux US dit que le meilleur funnel c'est un no funnel, hein. C'est un typeform ou un calendrier. C'est setting, book a call et on en discute. Et évidemment avant il faut créer de la confiance. En fait, le meilleur funnel qui puisse exister, c'est de la confiance. La vente, si on prend en principe premier, si on reprend les principes premiers de Red Dalio, c'est un vecteur de confiance. C'est qu'est-ce qui va pousser la personne à avoir assez confiance pour échanger avec toi en appel et potentiellement si elle trouve que ton offre est pertinente et qu'elle a confiance dans le fait que tu vas lui apporter des résultats, donc elle a confiance en toi, en ton entreprise, en ton produit et parfois surtout en elle, parce que les gens passent pas à l'action parfois parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux, et bah ils passeront à l'action avec toi et ça le fera quoi.
Et cette cible-là, c'est la même depuis le début ou tu as pivoté? Au début, j'étais concentré agence. Alors, au tout début, j'ai fait agence coach consultant, puis j'ai recentré pendant 6 mois sur agence et j'ai élargi mon TAM à business accompagnement en plus. Parce qu'on sait faire, du coup. Et c'était de base des agences qui faisaient entre 5 000 et 20 000 depuis le début. C'est ça, ouais, parfaitement, Ok. dès le départ. Ok. Et En fait, comment t'es... Ouais. après mes activités sur Business Script et tout, j'ai eu la possibilité de me dire, ok, bah, je peux vendre des formations avec des lambeaux à Dubaï. Je crache pas là-dessus, j'ai pas de jugement de valeur si tu veux. Je dis pas que. Je pense que de toute façon, ça s'essouffle. C'est même. Et en fait, je trouve ça pas intéressant. Ce que je voulais éviter d'avoir, c'est de parler à une cible trop B2C, trop débutante. Non pas que j'ai pas de respect pour eux, parce que bah, je suis passé par là, mais que ça me fatigue au quotidien et de parler de problèmes de mindset, d'hésitation, de doute tout le temps. J'ai pas envie de travailler avec cette cible-là. J'ai envie de travailler avec une cible qui a déjà fait ses premiers milliers d'euros en ligne et qui maintenant est dans une logique de ok, comment est-ce que je crois avec des problèmes d'acquisition, des problèmes plus poussés. Et je parle pas du tout, je bosse pas du tout. Quand je reçois des messages sur le Slack au quotidien, parce que j'ai encore toutes les notifs avec la team, bah, les problématiques qu'on va résoudre sont pas du tout des problématiques que je pourrais résoudre avec une cible B2C. C'est des problématiques plus avancées, du coup, mentalement, ça me stimule plus aussi. Donc j'ai fait ce choix-là, quoi. Ok. Ok, ok. Et donc depuis le début, tu t'es dit, je vais viser les 5-20 000. Ouais. Dès le premier jour, Dès le premier jour, ok. jour 1. Et tu t'es inspiré d'une personne aux États-Unis qui avait exactement le même système, ou c'est toi qui as innové de A à Z sur la cible, sur l'offre, sur le positionnement? Alors sur le positionnement, sur la cible, en fait, c'est venu naturellement en se disant bah, avec qui j'ai envie de travailler, comme je le disais, donc ça, j'ai pas du tout repris. Le système de value asset, de partager son écran, il y avait Nick Cosmin qui a fait ça pas mal de temps aux US et je trouvais ça super intéressant. Alors je comprenais pas tout parce que il est un peu barré, Nick Cosmin. Il a formé les équipes de Cole Gordon, il a été vraiment très très présent avec son système de grossconsulting.com qui a été repris après d'ailleurs par Serge Gattari, par K-Bax, par toute la flopée d'accompagnement aux US en étiquette qui font aujourd'hui dizaines de millions d'euros par an. Mais je trouvais son modèle de fonctionnement assez brut, assez intéressant, donc ça m'a inspiré pour faire les value assets. Et ensuite, bah, naturellement, je fais ce que je faisais à mes clients en DM, c'est-à-dire des looms partagés. Je partageais mon écran avec des mind maps, parce que moi j'ai juste un esprit très. Nick Cosmin, il faisait même pas de mind map, il faisait en fait il partageait son écran sur ses dashboards, toujours plus compliqués les uns que les autres. Mais moi, les looms que je faisais en DM, en privé, bah, j'ai juste décidé de les poster sur YouTube et de les rendre plus gamifiés, plus pédagogiques. Et donc c'est ce qui m'a permis de trouver un format qui a ensuite bien marché, parce que du coup on l'envoie en DM et les gens ont bien apprécié quoi, ce format-là. Passionnant. À votre auditionner sur un autre sujet, Alex, tu veux rebondir dessus ou pas? Non, non, bah écoute, non, c'était hyper clair. Je- Euh, J'aimerais bien qu'on puisse rebondir sur Yumi Denzel. C'est quelque chose que je trouve assez fascinant, ça pourrait être honnête. Comment ça se fait qu'un Yumi Denzel, enfin, tu me parlais des chiffres qu'il fait avec les webinaires, j'étais même pas au courant de ça. Moi, si on regarde juste les chiffres de ses vidéos YouTube ou des podcasts qu'il peut faire avec Oussama Hamar, on n'a rien à envier à des gros podcasts américains qui traitent plus ou moins du même sujet. Comment ça se fait? Est-ce qu'en France, on a un pourcentage de la population plus élevé qu'aux États-Unis qui s'intéresse au business et donc finalement, on n'a pas un même marché, faut pas, je ne vais pas aller jusque-là non plus, mais on aurait un marché pas si éloigné? Ou est-ce que c'est juste une anomalie et c'est parce que c'est Yumi Denzel qu'il arrive à avoir ce type de résultat? Je pense que c'est. Alors déjà, enfin, ce que je veux vous dire, c'est que j'y comprends rien. C'est que c'est mes théories, parce que c'est assez impressionnant. La première chose, c'est que Yomi Denzel qui fait ces chiffres-là. C'est-à-dire que même les gens qui font plus de 10 millions par an aujourd'hui, Maxime Piccinini, David Laroche, des personnes comme ça sur le marché, il y a personne qui fait les chiffres et qui a la fame de Yomi Denzel. Mais c'est parce que je Yumi, pense que. juste pour le contexte, il fait combien à peu près? Tu as ces chiffres ou pas? Alors, je sais combien il a fait sur ce webinaire, mais je pense que c'est des infos qu'il ne voulait pas divulguer ou que j'ai eu par les personnes qui sont occupées de son webinaire. Mais c'est plus de 8 chiffres. Ah ouais, ok. Juste Donc, sur un webinaire ou sur l'ensemble de ces webinaires? non, alors je vérifie que quand je dis 8 chiffres, je me trompe pas dans le nombre de zéros. Mais non, c'est ça, ouais. Plus de 10 millions, ouais. Ouais. C'est ça. alors, je sais pas si l'info est. Moi, l'info qu'on m'a donnée, de personnes pas proches du truc, mais on parle d'un tout petit peu plus d'une quinzaine de millions d'euros. Tout confondu, moi, Dans j'entends. ces ordres d'idées-là. Ouais. Ouais, Alors, sur un webinaire. Hein. Sur un webinaire. On parle sur un challenge. Ah non, Sur un seul. ah, moi, j'avais entendu que c'était. Pardon, excuse-moi, Alors, moi, j'avais entendu que c'était le chiffre Je dis annuel. ça. Je dis ça, attention, hein, Ouais. je suis pas un proche de Yumi Denzel. C'est les infos que j'ai en étant à Dubaï, mais pas de. C'est des chiffres impressionnants de ce que j'en ai compris. Ouais. Moi, Je j'avais vais mettre ça entendu dans le que t'as trailer. ça.
Quoi? C'est impressionnant. Et en fait, je pense que c'est trop fort ce qu'il arrive à faire. Je pense que, pour répondre à ta question, Yumi est une anomalie dans le sens où il a commencé tellement tôt, il a eu la constance de rester avec un super produit. Parce que, en vrai, enfin, on le saurait si Yumi avait un mauvais produit. Tu sais, il y a ce truc de. Il est facilement attaquable parce que c'est le symbole du bling bling avec c'était le premier à parler de Rolex, à louer des voitures, etc. C'est un peu le Tai Lopez français. Donc il est facilement attaquable. Mais moi, je trouve qu'il a un super produit, Yumi. Pour avoir acheté son produit, parce que j'ai acheté son produit avant Tugan. Il se trouve que le drop, c'est pas un truc qui me plaît particulièrement, mais son produit, il est très très bon, il est excellent. Il serait tombé d'une falaise bien avant si son produit n'était pas bon. Et on voit que les résultats qu'il a. Alors oui, la majorité des gens qui rentrent chez lui, peut-être n'ont pas, ne deviennent pas millionnaires ou n'ont pas beaucoup de résultats, mais parce que ça, c'est les stats de la société de manière générale. C'est en vrai, si tout le monde bossait à fond et s'y mettait pendant 2 ans sans abandonner, en vrai, les résultats, le pourcentage de personnes qui ont des résultats au sein de cette formation serait juste incroyable. J'en suis convaincu. Non, mais à la limite, l'histoire du produit ou les résultats de son produit, c'est un autre sujet. Moi, ce qui m'étonne énormément, c'est les Alors, du chiffres coup, qu'il arrive à pour faire. répondre Les à ta chiffres et question, la visibilité pour le coup. du coup, effectivement, je pense que c'est vraiment une anomalie parce que on peut pas parler de marché français avec Yumi. On parle du marché de Yumi parce que Ouais. tu vois, il a 1 million d'abonnés sur YouTube. Qui d'autre en France en entrepreneuriat a 1 million d'abonnés? C'est une anomalie. Donc, faut pas comparer le marché français à ça, première chose. Et ensuite, j'ai l'impression quand même que Yumi, il s'adresse pas que au marché français, il s'adresse aussi beaucoup au marché francophone d'Afrique. Ouais. Ouais. Euh, c'est évident que moi, les personnes qui vont plus s'identifier à moi, ça va être des petits blonds aux lunettes, et ça va moins être des personnes africains, par exemple, ou des personnes de l'Afrique du Nord. Lui va avoir aussi ce marché-là, avec beaucoup de pays francophones africains qui vont regarder ses vidéos, qui vont écouter ses podcasts. Alors du coup, je sais pas à quel point il passe à l'action ou pas. Mais ça se trouve, il y a aussi un marché qui est énorme là-dessus. Il a commencé à prouver qu'avec ces chiffres-là, en fait, toucher une grande partie de l'Afrique, ça peut payer. Donc, je pense que c'est les deux raisons pour lesquelles il n'est pas comparable au marché de manière générale, ni américain ni français. C'est parce qu'il a une constance depuis 7 ans, 8 ans, qui est juste inégalée, avec un professionnalisme qui est incroyable, et qui s'adresse à un marché beaucoup plus mondial. Mais pour le coup, tu nous as parlé de David Laroche, Max Piccini. Hmm. Je sais pas si je prononce bien d'ailleurs, Max Max Piccinini, Piccini. ouais. Max Piccini. Qui auraient des chiffres à peu près similaires hein, à Yumi Denzel. Alors, en fait, je connais pas les chiffres de Yumi à l'année. Moi, je connais rien de chez Yumi. C'est une boîte dans laquelle je suis complètement extérieur. Je vous ai dit des chiffres que j'avais entendus à Dubaï, mais qui ne sont pas de valeur sûre. Ça se trouve, c'est pas ça. Euh, Yumi est au-dessus du lot sur tout le reste du marché. C'est évident. Je parlais moi des chiffres des personnes qui font 10 millions d'euros par an et qui sont là depuis un petit moment. Il y a ces personnes-là, David Laroche, Max Piccini, même Alec Henry. Hein. Alec Henry, je crois qu'il a fait 10 millions l'année dernière, il veut faire 25 cette année. D'ailleurs, il le dit dans ses vidéos, hein, il en a parlé dans ses vidéos au début d'année. Donc on a vraiment ces personnes-là qui sont sur le marché. Mais ça se compte sur le doigt d'une main en France. Hein. C'est ça qui est assez impressionnant. Et d'ailleurs, de manière générale, on, on peut se poser la question sur les 7 dernières années, qui était présent vraiment en top star, top tête d'affiche il y a 5 à 7 ans et qui l'est toujours actuellement. Pareil, Yumi, David Laroche, Max Piccinini. Enfin, il y a Théophile 3, Hélier. 4. Quoi? Ouais, il y a plus vraiment. Théophile Hélier aussi, je pense. Théophile, ouais, mais il fait plus d'argent aujourd'hui. Ça, il a revendu sa boîte de formation, il continue à faire des vidéos, mais il fait pas 10 millions par an. Il en fait peut-être 2 ou 3, ouais, peut-être 3 4 mais pas plus, quoi. Déjà, pour faire 3 4 avec l'intensité, le système qu'il a, tu vois. Mm. Donc non, c'est les personnes qui restent constantes, qui restent en chiffres, enfin, chiffre croissant, ça se compte sur le dos d'une main. Bah, du coup, la transition est toute trouvée. 1,8 million du coup d'euros encaissés en 2024. Euh, J'imagine que 2025, le plan, c'est faire la même chose, mais avec plus de volume. Et, Ouais, de faire 4 millions, c'est l'idée. ok. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, ça va être difficile. Mais c'est à moi de trouver comment apporter les inputs à mon business pour y arriver, quoi. C'est des modèles pour toi ou pas, les Yumi Denzel qui arrivent à faire la même chose depuis 10 ans J'ai du mal à m'inspirer de personnes en France. Je trouve que, enfin, évidemment que Mi est un modèle de réussite. Enfin, sur plein de points, enfin, c'est ultra impressionnant. Mais j'aime bien avoir des gaps encore plus gros. Par exemple, des Tai Lopez.
qui ont monté leur LLC à une année à 800 millions d'euros, tu vois, avant de la cracher. Et avant d'en remonter une autre qui fait 500 millions une autre année. Tai Lopez, en ce moment, avec sa personal brand, il fait 100 000 euros, 100 000 dollars par jour de profit, avec pas de sales team, tu vois. Et moi, j'aime bien regarder les anciennes vidéos il y a 7-8 ans. J'en parlais avec Jeremy Coleman, ça. On regardait les anciennes vidéos de Grant Cardone et Tai Lopez, qui sont dans leur manoir à Los Angeles, à Beverly Hills, et qui se font la guéguerre à qui a fait le plus de chiffre d'affaires et de profit dans la journée. Et ça parle de faire des 182 000 dollars de profit dans la journée. Tu vois, aujourd'hui, t'es à combien? Je suis à 140 000 et moi, je suis à 182 000. Moi, c'est ce truc-là que je veux faire, tu vois. J'ai pas envie j'ai envie de passer de 5 à 7 000 euros par jour à 20, 30, 40, 100, 150 par jour. Je trouve, en fait, parce qu'après, t'en as pas besoin, mais c'est un jeu qui est super intéressant de compter combien tu peux faire par jour, quoi. C'est trop bien. Et ça, pour le coup, c'est très éloigné du modèle d'Alex qui, lui, c'est en année. Bon, c'est des tickets beaucoup, beaucoup plus importants, mais pour le coup, c'est pas tu vas pas compter le nombre Oui. de profits par jour, je pense pas. Ouais. Ah non, de manière journalière, je regarde rien en effet. Mais les volumes sont importants, mais se déploient sur 2-3 ans. Bah forcément de l'immobilier en même temps, parce que si Ouais. tu veux, avant de fourguer une maison, enfin de construire et donner Ouais. la maison à quelqu'un, C'est clair. t'en as pour un peu de temps. Donc en effet, on est sur des temps un peu plus longs. Tu C'est disais clair. juste Tai Lopez. Juste avec de la formation, il faisait 800 millions ou tu fais référence au fait qu'il était rentré dans d'autres business, il avait commencé Non, à non, faire non. des equity et tout ça? Non, non, ouais, ouais, bien sûr, il avait racheté bodybuilding.com et tout. Non, non, je parle Ouais. de sa LLC qui, enfin, c'est sa holding qui détenait tous ses business. Ok, ouais, bien sûr. Ouais. Et aujourd'hui, Tai Lopez, il vend toujours de la formation? Parce que moi, enfin, Ouais, j'ai commencé à regarder son contenu, c'était un truc genre à il y a fond. 10 ans ou il y a 8 ans, tu vois. Et je t'avoue que j'ai arrêté de regarder. Il fait toujours la même chose, il vend toujours des Il a, formations. C'est regard- la base de son business? il a pris 2 ou 3 années de sabbatique là sur les dernières années, parce qu'il a commencé sa personal brand il y a longtemps, longtemps, donc il a besoin de faire une pause. Mais oui, là, il Ouais. vend de la formation toujours. Il se remet à vendre de la formation AI. Il a revendu, il a refait une version 67 Step là, Ouais. euh, donc qui est top. Et donc ouais, il a recommencé à vendre de la formation. Ok. Mm. Ok, Que ok. je consomme, hein, d'ailleurs, que j'achète. Je trouve ça super intéressant toujours. C'est un ticket à combien une Co- formation de Tai Lopez? Je me rends pas compte. Bon, la formation, tu vois, AI, elle a 287 dollars. Ok. 67 Step, elle a 57 dollars. Alors après, lui, il va plus vendre des masterminds. Lui, il fait des offres. Il a une équipe tellement. J'ai un pote qui a fait qui a d'ailleurs sa maison là, à Beverly Hills. Il fait des événements où il rentabilise le loyer de sa maison avec des grosses fêtes. Mais lui, il a été dans plusieurs de ses masterminds, un pote à moi. Il disait que c'est assez impressionnant parce que la manière dont il s'organise, Dave Lopez, d'ailleurs, je pourrais vous raconter, j'ai pris un call avec lui, j'ai payé 1500 dollars 15 minutes et je me suis refait upsell 15 minutes de plus, 1500 dollars de plus. Et, en fait, ouais, il a des équipes qui sont assez impressionnantes par leur proactivité, par leur intelligence. C'est vraiment, vraiment, vraiment des players. Il a des équipes pour tout. Et du coup, sur Instagram, il va faire un appel à l'action pour du private equity ou des trucs très, très spécifiques, par exemple nichés. Il va faire réponds-moi process si tu as une boîte de e-commerce qui fait plus de 15 millions à l'année et que tu veux que je t'implémente nos systèmes de email process. Il va le faire une fois, il va les implémenter, il va faire X centaines de milliers de dollars de profit et il passe à autre chose, tu vois. Ou il va la refaire dans 1 mois ou 2 mois, tu vois. Il a un système de monétisation qui est assez particulier, il a des formations très classiques, il a des masterminds, il a des events temporaires, il a des offres temporaires. Voilà. Ok. Et c'est quand tu t'as booké un call, c'est pas avec son équipe, c'est avec lui direct que t'as eu Non, un. non, c'est avec lui directement. En fait, je suis tombé sur une ads quand il a lancé ce personal brand où il proposait des appels de 15 minutes pour 1500 dollars et j'ai pris 1500 dollars de plus parce que j'ai reçu un mail qui me proposait le plus. Bon, il se trouve que j'ai pu passer vraiment que 10 minutes en appel avec lui parce que il était en Thaïlande sur son téléphone avec ses écouteurs, ça buguait, etc. Bon, bah j'ai joué, j'ai perdu pour cette fois-ci, c'est pas grave. Je l'ai pas rentabilisé comme je le voudrais, mais ça fait partie du jeu. Et vous avez Et parlé de quoi si c'est pas indiscret? bah, je lui ai déjà j'avais fait son test de personnalité sur son site avec toutes les réponses en disant j'arrive avec ma personnalité et voici ce que je peux faire. Et genre, j'ai oublié la réponse, j'avais fait un post sur LinkedIn que je pourrais vous retrouver là-dessus. Et je lui ai posé la question de, en gros, selon lui, quelles étaient les prochaines vagues après les prochaines big ID sur le marché infoprenarial, après le SMMA, etc. Machin. Et lui m'a dit que vraiment, la big ID de monter une personal brand et la big ID de l'AI étaient celles qui allaient prendre tout sur les 15 prochaines années. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on voit sur ce quoi bascule Iman aujourd'hui, qui d'ailleurs a pris un mentoring chez Tai Lopez, 1 million de dollars par an,
il se met à vendre de la personal brand de manière générale parce que c'est ce qui a marché pour lui et on voit que la personal brand, Et, c'est la manière la plus. Oui, t'allais dire un truc, Luc? et d'ailleurs, Iman, info exclusive, je sais pas si vous l'avez vu ce matin, il vient Ouais, d'intégrer Whoop. ouais, ouais, j'ai Il vu vient de hier soir. prendre Ouais. des parts chez Whoop. Il vient de devenir cofondateur de Whoop. On parlait de ça il y a un an, Alex, avec Alex Hormozy qui a pris des parts chez School. Et Ouais. Ouais, là, Iman qui prend des parts chez Whoop. À mon avis, il va y avoir une petite battle qui va ouais. avoir lieu entre les deux. Ça va être Attends, très intéressant à suivre. Pas le bracelet, hein, la communauté, le principe de ah communautaire. oui, d'accord, ok, ok. Parce que j'étais en train de me Bon. dire, je pensais au bracelet Ouais, ouais. calcul de pas et de trucs cardiaques, Non, tout non. ça. Rien à voir, non, non. Mec, ça ferait du Et sens, hein. Côté entrepreneur, tu sais, s'optimiser, machin, ça marcherait, hein. Ouais, bien sûr. Non, mais 100%. Ça pourrait, mais c'est vrai que du coup, il va y avoir une battle et je pense que là, les équipes de Samoven, ils ont intérêt à faire évoluer la plateforme School vite, 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 vite. Parce que là, il faut qu'ils se bougent. Ouais. Mais du coup, ouais, personal brand, AI, c'est vrai qu'en vrai, tu te concentres 2 ou 3 ans à bosser soit dans l'AI, soit dans la personal brand, à monter une personal brand, tu fais de l'argent en ligne. Parce que tu peux avoir n'importe quel métier, tu fais une personal brand, tu as plus d'opportunités, tu as plus de métiers. Je vois pas un seul secteur où de la visibilité avec une petite communauté ou même une communauté normale t'apporte pas plus d'argent, de contacts, d'opportunités. 100%. Je me suis sincèrement posé la question, hein. Tu peux être agent secret, espion, enfin espion, agent secret c'est la même chose, mais je veux dire, agent secret à éboueur, à danseur, à peintre, à cuisinier, à entrepreneur, à lecteur, à ce que tu veux. Tu peux faire du contenu sur absolument tout ce que tu veux. Et il y a même aux US les femmes tradwife, vous savez, qui restent à la maison, les femmes au foyer, qui refont du contenu sur ça, qui filment leur journée, qui font de l'argent. Donc, de toute façon, c'est bon. Et ensuite, les AI, c'est évident que les entreprises vont en avoir besoin de plus que jamais. Et enfin, Les voilà. tradwives qui deviennent des femmes d'affaires en C'est ça. puissance. C'est ça, c'est marrant, hein, derrière. tu vois, le switch, en fait, c'est trop drôle. Donc, Bah, du coup, transition parfaite. Finalement, tu as répondu, c'est personal branding et intelligence artificielle. Est-ce que tes clients actuels qui possèdent des agences commencent à flipper de l'IA? Tu dois le savoir, je t'avais démarché il y a un an sur ça, mais nous, on a une sorte de réseau slash mastermind où il y a pas mal de personnes de mm, différentes industries qui nous ont rejoints. Euh, et euh, et c'est quand même une narrative qui revient, et c'est une peur, quoi. Alors, soit ils galèrent et ils mettent la faute sur l'intelligence artificielle, ce qui est peut-être le cas, hein, tu me diras. Mais il y a quand même, j'ai l'impression, un mouvement de marché où les personnes se disent, mais en fait, à quoi est-ce que je sers concrètement? mm. Est-ce que là, ce que je fais, mais une sorte de syndrome de l'imposteur, tu vois? C'est-à-dire, mais Ouais, bien sûr. ce truc-là, je le facturais 5000 balles, je le fais en quelques minutes avec l'IA. Bon, combien de temps est-ce que ça va durer, quoi? Est-ce que parmi tes clients, tu as cette peur ou pas du tout? Euh, En fait, on est encore à une période de marché où si, si tu fais 5 000 € par mois et que tu en fais pas 50 000, c'est juste en vrai parce que tu prospectes pas assez, t'es pas assez Ouais. visible. Enfin, on n'est pas encore à un stade où l'IA vient prendre notre job. Euh, Par contre, le truc c'est que si tu commences pas à te... Moi j'ai inclus dans ma routine, j'en ai parlé dans le live avec mes clients hier soir. Tous les jours maintenant, j'ai 30 minutes de formation sur l'IA. Je m'impose. C'est-à-dire que je prends 30 minutes dans ma journée où je regarde ce que c'est les agents, je regarde ce qui se passe sur l'IA parce que ça va à une vitesse. Et je constate que on va avoir un edge sur les 2 à 3 prochaines années de ceux qui vont non pas savoir faire de l'IA, parce que je sais pas faire de l'IA, j'ai pas le temps de me former à savoir faire de l'IA. Par contre, juste de comprendre ce qui est possible de faire, ce qui arrive sur le marché, les entreprises qui arrivent, etc. Et après de pouvoir payer quelqu'un qui va pouvoir savoir te le faire, quelqu'un qui sait le mettre en place, le coder, là ça va donner un edge. Parce que moi, ma terreur ultime, ce serait de prendre un call avec une équipe de Call Gordon et de me rendre compte à la fin du call que j'étais closé par une IA et que j'en étais pas au courant parce que je savais non pas même pas je sais pas la boîte qu'il y a derrière ça parce que il va en avoir des boîtes mais juste que je sache pas que ça soit possible, tu vois. En fait, il faut qu'on puisse se rendre compte à quel point il y a des choses qui sont possibles ou pas. C'est où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui en termes de réalisme. Par exemple, j'essaie de régulièrement regarder quels sont les IA vidéos qui sont les plus poussés au monde pour me dire ah oui, si ça c'est capable de faire une vidéo ou maintenant ça y est, je reconnais plus si c'est une IA ou pas, il faut que je me remette en question sur toutes les vidéos que je vois, sur potentiellement ça soit le fait d'une IA ou pas. Bien que je ne sais pas quelle est la boîte qui fait ça, je sais pas comment le faire, je sais pas comment le monétiser, mais juste je sais que c'est possible d'être fait pour pas que je me fasse avoir en fait. Tu vois. Bah, à la limite, si ça t'apporte de la valeur, tu t'es pas à voir, hein. Non mais et justement parce qu'après une fois que je sais que c'est possible, je peux essayer de trouver des gens que je peux payer pour qu'ils le fassent, etc. En Ok, mode, ouais. tu vois, délégation. Mais juste déjà d'être au courant de où est-ce qu'on en est sur le niveau de what the fuck sur l'évolution. Tu vois.
Je sais pas Ok. si vous avez vu Blue, là, le robot de Nvidia, qui a été présenté vous avez dû voir passer. Ouais. Euh, le niveau de réalisme au niveau des mouvements qu'il a, ce robot-là, on dirait le robot de Walt Disney, là. On dirait un animal. C'est-à-dire que dans la précision, dans la réaction, dans la fluidité de ses mouvements, ça y est, on n'a plus l'impression que ce robot-là est robotisé. Autant les robots Optimus de Musk qui bougent encore comme des danseurs des années 90 et tu vois avec le buste complètement droit, autant Blue on dirait un chat. Tu vois, il est tellement Ouais. fluide, il est tellement réactif, il est tellement en fait, et tu te dis ok donc ça c'est possible de manière commerciale, pas militaire. C'est-à-dire que déjà qu'est-ce qui est possible d'être fait en militaire parce que les militaires ont 2-3 ans d'avance toujours. Donc, où est-ce qu'on en est rendu sur la courbe d'évolution? Donc ça c'est impressionnant et ouais. Donc ouais, pour Et du répondre à ta coup, question, je me suis écarté, ouais, pardon, excuse-moi. ouais, les agences chez toi, elles flippent ou pas? Pas encore, non. On met en place, nous, on s'assure que la plateforme soit mise à jour avec des choses au niveau de l'IA pour justement mettre en place tout ça. Il n'y a pas encore un sentiment de panique, Ok. euh, mais ce sentiment de panique, il peut arriver d'ici 6 mois, hein. Je sais pas si tu as vu la grosse tendance de la semaine, c'est ce qu'ils appellent maintenant le vibe marketing. Donc depuis février, on a le vibe coding et maintenant tu as le vibe marketing. Et Je je connais pas. suppose que tu as vu cette semaine les nouvelles mises à jour là notamment d'OpenAI sur tout ce qui est création de pubs via IA. Enfin, il y a des trucs assez Ouais. impressionnants qui sont sortis cette semaine. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que, entre guillemets, si on avait tourné comme c'était prévu à la base la semaine dernière et cette semaine, est-ce que tu penses que il y a eu un changement, tu vois, une vraie avancée ou on est encore loin? Enfin, comment toi tu le vois ça? Ce qui s'est passé vraiment récemment là. J'ai vraiment l'impression que de manière générale, il y a toujours les doers, ceux qui font et ceux qui regardent, Ouais. et qu'en fait, ceux qui juste, ces outils-là sont géniaux, mais j'ai pas l'impression que ça va transformer des personnes qui regardent en personnes qui font. Ça va peut-être amuser certaines personnes qui vont tester. C'est juste que les personnes qui font et qui de toute façon auraient juste pris une semaine de plus à essayer de payer quelqu'un, de le faire à la main, de trouver les outils, etc., de galérer, qui l'auraient fait en une semaine, ils vont le faire en 2 heures. Et donc ça va rendre plus dangereux les personnes qui sont déjà dangereuses. Entre guillemets, quand je dis dangereux, c'est les personnes qui sont des concurrents ou des compétiteurs, tu vois, dans ce sens-là. Euh, et c'est juste ça en fait. Ça va pour moi juste accentuer, ça va être un exhausteur de goût pour l'entrepreneuriat. Mais encore une fois, je fais que des théories et j'ai aucune idée de comment la société va réagir à ça. Et ça se trouve que ça va réveiller plein de choses chez des personnes qui s'en sentaient pas capables et qui maintenant vont se sentir capables. La réalité, c'est que, comme vous, j'essaie de poser des questions à plein de personnes autour de moi sur qu'est-ce que tu penses de l'IA, de comment ça va évoluer, etc. C'est que j'en sais absolument rien parce qu'il y a Tout le monde est tellement de paumé, choses. hein. Honnêtement, Mathis, j'ai l'impression que y a des On sait personnes pas. qui arrêtent de travailler totalement. Ils se disent, de toute façon, ça sert à rien de bosser, puisque dans 6 mois, dans 1 an, si ça se trouve, le SAS sur lequel je On travaille parle, va être remplacé par l'IA. on parle d'une AGI dans 6 mois quand même, hein. Ouais, bon, faut mettre des pincettes dessus, je pense. On Mais en Moi, parle depuis. je sais pas. sur les 5 dernières années, j'ai écrit une thèse sur le sujet de l'IA, de Ok. manière officielle et tout ça. Et les premières, donc j'ai lu plein de trucs de chercheurs, et les premiers trucs disaient AGI entre 2020, aux alentours de 2022. Après, ça a dit 2023-2024. Et tu vois, là, on dit en gros, allez, max 2026, tu vois, par rapport à ce qu'on se dit là. Hmm. Ça, c'est quand même très souvent repoussé avec des fausses prédictions. Mais par contre, ce qui est clair, et c'est là où les gens se rendent pas compte, c'est que certes, les trucs impressionnants, genre c'est le futur, il y a des robots qui font tout à notre place et plus personne ne travaille, en fait, ça arrive presque jamais. Mais, et donc, du coup, les gens ils disent, ouais, mais l'IA n'avance pas pour autant. Du coup, enfin, tu vois, ils généralisent le truc. Alors qu'en fait, si, ça avance sur plein de Hmm. petits sujets qui sont hyper importants, qui remplacent des jobs, qui donnent de l'amélioration à des business, qui font plein de Hmm. choses. Et en fait, ils regardent que tu vois, la grosse image, bah, demain il y a des robots partout et on fait plus rien. Hmm. Et ils s'imaginent un truc de science-fiction. Mais en fait, il n'y a pas besoin de ça pour que l'impact soit déjà gigantesque. Et c'est ce qui se Ouais, passe. ouais, et puis en fait, elle y est tellement présente partout. C'est un train, justement, ça c'est, tu cuis une grenouille dans l'eau chaude, tu la balances pas dans une eau bouillante, tu la mets dans l'eau froide et tu fais monter progressivement l'eau, elle s'y sent bien, puis elle est cuite. En fait, d'ici 5 ans, bah là, les gens ils commencent à répondre ils parlaient de support client qui sont de l'AI, bon, ça fait un petit moment que c'est automatisé, mais de plus en plus, ils vont pas se rendre compte que c'est vraiment pas de. Même au téléphone, on a des IA vocales qui, ça y est, maintenant, sont Ouais. capables de pouvoir répondre à ça. Donc déjà, la personne, elle va parler à son téléphone, elle va commander à sa pizzeria, un truc qui est, tu vois. Et puis, dans toutes les étapes du quotidien, elle va se faire livrer par probablement des drones. Alors ça, encore une fois, on parle de ça, c'est vraiment l'industrialisation. Ça va prendre quelques années, le temps que les entreprises investissent dans des robots, dans des choses, etc. Mais après, tu vas en Chine,
Enfin, tous ceux qui sont déjà allés en Chine savent que c'est déjà fait là-bas, quoi. On se rend pas compte à quel point là-bas tout est automatisé, tout est robotisé, tout est. C'est impressionnant. Et le truc, c'est que tu vas dans ta boîte mail, dans ta vidéo YouTube, tu vas aller au McDo, ça va être livré de manière automatique. Tu vas rentrer dans ta Tesla, en Europe, on a de la marge. Mais tu vas rentrer dans ta Tesla, ça va être conduit automatiquement. Euh, Progressivement, toutes ces choses-là font que bah, toutes les infos du quotidien, tous les déplacements, la partie hardware, physique, industrialisation, voiture, robot, livraison, ça va être parmi probablement les dernières choses, parce que physiquement, c'est ce qui coûte le plus en énergie, hein. De toute façon, on est dans une économie de l'énergie, donc ça coûte plus d'énergie de créer un Optimus qui va te livrer tes paquets à la place d'un humain que tu payes 1 200 € par mois, certes, pour l'instant, mais quand ça va devenir moins coûteux en énergie, ça va être immédiatement remplacé, et tout le reste sera déjà remplacé depuis longtemps, et c'est là où on aura un moment de bascule, et ça sera derrière nous, quoi. Mm. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ton métier actuel, euh, accompagnement, infoproduit, avec l'IA là, dans les 3 prochaines années? Et la seconde question, c'est, tout à l'heure, tu nous disais que toi, ton vrai kiff, ce serait de vraiment pousser plus loin le jeu vidéo et passer de 5 000 à 7 000 € par jour à 100 000 comme Tai Lopez peut avoir. Comment est-ce que tu te projettes avec ces chiffres-là? C'est quoi ton plan? J'ai du mal à me projeter, du coup, déjà. Là, je sais que je peux faire 20 000 € par jour avec les systèmes actuellement si juste je fais plus de volume. Euh, je pense que les gens, plus que jamais, vont chercher des sources de vérité dans notre marché et que les sources de vérité vont être les personal brands. Parce que les gens vont avoir besoin de reconnecter avec. Tout le monde dit un peu ça, je sais pas si c'est vrai, on va voir. Ça se trouve pas du tout. Ça se trouve, les gens vont s'en foutre. Mais j'ai l'impression quand même que les gens vont avoir besoin de reconnecter avec des sources de vérité en disant ok, il y a tellement tout qui est autogénéré, artificiel. Qu'est-ce qui marche réellement pour des humains, pour moi, auxquels ils vont s'identifier. Et donc, c'est pour ça que la personal brand est un edge sur les prochaines années, avec les AI, c'est d'avoir une connexion avec les personnes et de pouvoir continuer à apporter de la vérité de ce qui marche pour toi. Donc, pousser sa personal brand, je pense que c'est important. Et ensuite, je sais pas du tout. Est-ce que je vais être remplacé ou pas? J'en sais rien. Je suis convaincu que il y aura de plus en plus de taf en B2B, hein, justement implémenter l'IA, implémenter des stratégies, implémenter du conseil. Donc de toute façon, j'aurai une branche que je développe là-dessus. Ça, c'est évident. Et après, comment est-ce que ça va se matérialiser? Je sais pas, parce que tout évolue tellement vite. J'ai l'impression que l'IA a transformé le Web 2 en Web 3 en termes de rapidité de cycle. Tu vois? J'ai l'impression de revivre un bull run tellement ça va vite, tellement il y a tout qui change. Les Américains qui passent devant, les Chinois qui repassent devant avec des AI agents avec Manus, et après t'as les ChatGPT qui sort une fonctionnalité qui fait pas le ChatGPT pendant une semaine, puis Grok qui arrive sur le fond de la scène et puis qui met tout le monde sur le coding, qui arrive à développer des jeux vidéo en quelques lignes de code. Ça va à une vitesse, c'est. Ouais, de toute façon, ça, c'est un peu ce que tout le monde remarque, c'est-à-dire que ça va tellement vite que plus personne n'arrive vraiment à suivre de manière précise. C'est-à-dire que le truc s'emballe, mais avec une force qui. Enfin, moi, ça fait, encore une fois, ça fait. Je joue le vieux, hein, mais ça fait 10 ans que je suis dans la tech. J'ai jamais vu un truc bouger aussi vite. Jamais. Même à l'époque des SaaS, des machins, si t'avais une trend, une vraie grosse trend, tu vois, tous les 2, 3 ans, c'était ça. Et tu avais vraiment le temps de prendre la trend, de la développer. Là, t'as l'impression que chaque semaine, j'exagère à peine quand je dis chaque semaine, t'as un nouveau truc. Et Chaque encore, jour. ça c'est exactement. Et encore, ça c'est dans une époque économique entre guillemets difficile où la plupart des industries ont quand même vachement ralenti, notamment en Europe et aux États-Unis sur beaucoup d'industries. Enfin, moi, je prends la mienne, par exemple, l'immobilier, mais on sait que la restauration, les machins, enfin, plein de trucs ont ralenti. On sait que les cryptos, même s'il y a eu un Hmm. sursaut là, l'écosystème est pas aussi dynamique qu'il a pu l'être en 2021-2022. Je me dis, qu'est-ce qui se passe si ces écosystèmes-là se relancent aussi en même temps? Hmm. C'est-à-dire que ça va devenir une accélération, mais Hmm. complètement exponentielle. Peut-être en un an, tu changes toutes les règles du business, quoi. Enfin, ou une grosse 100%. partie. À la fois, j'ai l'impression effectivement qu'on a ralenti l'économie en micro, si tu regardes sur les 10 dernières années. Mais après, quand tu dézoomes à l'échelle de l'humanité, on est quand même sur une période de production économique qui est extraordinaire. Enfin, même tu regardes tous les Oui. marchés financiers sont tellement au plus haut. Oui, on a perdu 5-10% avec une correction, mais on est quand même au plus haut des plus hauts des plus hauts. On est quand même à l'histoire de l'humanité où il y a le plus d'hommes sur Terre. On reste quand même, même s'il y a une petite correction économique,
au top de la. De toute façon, on pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui si on n'était pas à ces niveaux-là, quoi. On n'a pas de grandes grosses guerres mondiales, de grandes épidémies, de grands crashs pour l'instant. Ouais. Et On fait. d'ailleurs, peut-être que cette activité économique et cette trend de l'AI qui est plus puissante que tout dans tous les secteurs, peut-être que c'est aussi ça qui contrebalance et qui nous sauve peut-être d'une récession plus forte. Peut-être que ça fait Ah bah un c'est clair, mais de contrepoids. toute façon, enfin, ce qui est clairement économiquement accepté par beaucoup de gens, c'est que la bourse américaine a été sauvée de la récession, pas là, mais on va dire sur la dernière année et demie, par la tech en général, de manière générale, hein, Nvidia. pas On que peut, lié on peut dire Nvidia. par Nvidia, c'est ça. Non mais en élargissant un peu, même par Ouais, tu vois, ouais. Meta qui avait bien rebondi, deux trois trucs, mais globalement, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils se portent vachement mieux que nous, c'est que nous on est assez faible sur la tech. En soi, si on compare les entreprises tradies, on n'est pas bien moins, enfin, on n'est pas moins bon qu'eux. Hein. Tu vois, Mhm. les banques, on a à peu près un niveau équivalent. Enfin, l'immobilier, on a des niveaux équivalents. L'industrie, ça peut se valoir, mais c'est vraiment sur la tech, Mhm. on n'a pas été bon. Et je Ouais. pense que le virage qu'on a raté, tout le monde en parle souvent, mais le virage qu'on a raté au début des années 2000 sur la tech en Europe était quand même, enfin, nous fait mal aujourd'hui. Ah bah, ouais. Ouais. Nous fait Mhm. très très mal aujourd'hui, je pense. Mhm. Ouais, et puis là, c'est pas. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on encourage. J'ai pas l'impression que dans les écoles en France, il y a un French Dream de monter une boîte à la Apple, à la Microsoft, à la Nvidia. Enfin, c'est. Ouais, je suis d'accord Moi, avec toi. C'est parce ma qu'en fait, prof. vas-y, pardon. Non, 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 mais c'est vrai que enfin, moi, ma prof d'éco, elle était communiste, tu vois, au lycée, donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, c'est. Oui, c'est compliqué. Tu vois, comment est-ce qu'on fait, quoi? Non, non, mais ce qui est clair, c'est surtout que, tu vois, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'exemples, malheureusement. Enfin, il n'y en a pas de la taille d'Apple. Voilà, la première boîte française, et bravo à eux, c'est LVMH, mais qui n'a rien à voir avec le monde tech. Euh, Ouais. Puis, on est nul en marketing aussi. Ça, c'était. J'ai vu ça passer, c'est CNBC qui avait fait un point sur les 30 best AI au monde. ouais, Je sais pas si vous avez vu ça passer. Ils ont mis Grok, machin et tout. Ils ont voulu mettre le chat de Mistral. Et ils sont tellement nuls en référencement, le chat de Mistral, tellement nul en marketing, tellement peu visible. Bon, après, CNBC sont nuls aussi, mais c'est un mélange de deux nullités qu'ils ont trouvé le logo du chat, le chat, la lessive, qu'ils ont mis sur la grande pancarte CNBC partout avec des dizaines de millions de vues. Genre, tu te dis, ok, les journalistes sont vraiment nuls d'avoir mis le chat de la lessive, mais c'est parce que aussi, quand tu tapes le chat sur Google Mistral, bah, tu tombes sur le logo le chat de la lessive. Et à un moment donné, merde, quoi, tu vois. c'est On couillon. sait, on sait pas marketer, on sait pas, c'est dommage. Enfin, bon, bref. Mm. Donc ouais, c'est sûr qu'avec 15 000 Ce qui est millionnaires par paradoxal, an. puisque ce qui est très paradoxal, parce qu'en fait, on est quand même vachement bon. Tu vois, encore une fois, sur le luxe et tout, on est quand même des références en marketing et en le fait de faire connaître une marque, de faire, enfin, mais même notre pays, la manière dont on l'a marketé touristiquement. Ouais. Enfin, Oui, c'est vrai. En fait, c'est là où je suis pas d'accord. ouais, C'est là où je suis pas d'accord. Je trouve que le marketing de notre pays en ce moment est trop nul. C'est-à-dire qu'on se repose sur les 1000 ans, 2000 ans d'histoire qu'on a derrière nous, avec la cathédrale, avec Paris, avec tout ce qu'on a, etc. Mais l'image les Américains qu'ont de la France actuellement, c'est un des pires pays où aller. Enfin, c'est la traîne sur les réseaux. Les gens tapent sur l'Inde et sur la France. La France, on a l'impression que c'est les vidéos qui ont le plus buzzé sur la France, c'est les images de manifestations avec des mecs qui sont roués de coups par des CRS. On a ouais, l'impression que c'est les émeutes avec les agriculteurs. Le pays français actuellement, le marketing du pays, il est, je trouve, éclaté. Oui, on a un bon marketing, mais en fait, non, on n'a pas un bon marketing. On a Bernard Arnault, qui d'ailleurs va finir par se barrer si on continue, même avec les accords qu'il a passés avec Bercy, le gouvernement de Macron, parce que tellement trop, c'est trop. Vous avez vu la loi qui vient de passer début d'année sur la répartition obligatoire des profits en entreprise. Il y a une loi qui vient de passer pour les PME, donc de 11 à 50 salariés, vous pouvez vérifier, vous pouvez taper sur Google maintenant, ceux qui écoutent le podcast ou même vous, qui oblige, alors en fonction des stades des entreprises, de l'industrie dans laquelle tu es, de redistribuer à tes employés une part du ouais, profit annuel automatique. Et moi je ouais. viens de voir ça et je me suis dit, mais, bah, vous venez d'inventer les actions, super, tu vois. Sauf que en version communiste, parce qu'ils sont pas obligés d'être actionnaires de la boîte pour être dirigés. Donc on est complètement, mais à l'envers, tu vois. On ne sait pas se marketer et surtout, pire que ça, on ne sait pas se remettre en question vis-à-vis des pays comme la Chine, comme Dubaï, comme les UAE. On leur crache dessus en disant oui,
la Russie ou la Chine, c'est les pays communistes. Oui, Dubaï, c'est le pétrole, alors que pas du tout. Dubaï, ça n'a jamais été pétrole. Ça fait très longtemps que même si au départ ils ont été aidés, c'est plus le pétrole. On ne sait pas se remettre en question sur. On essaie de regarder cette expression, le- l'épine ou ouais, l'épine dans l'œil du voisin, alors qu'on regarde pas la poutre qu'on a dans l'œil. C'est un truc comme ça. Non, l'épine dans le pied du voisin, alors qu'on regarde pas la poutre qu'on a dans l'œil. C'est ça. On se repose sur notre patrimoine, qui est un patrimoine qui a été bâti par des centaines, des milliers d'années de conquêtes, d'excellence, de sacrifices, voilà, on a eu des périodes sombres aussi. Et on se repose là-dessus pour essayer de faire du tourisme et on voit que nos chiffres sont en baisse, que la dette est en hausse, qu'on a passé, enfin, bon, bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que je trouve que c'est pour ça que là, on n'est pas bien placé du tout, quoi. On n'est pas bien placé. En Et en tout cas, ça a l'air de vachement te tenir à cœur et je trouve ça bien. La Ah France est un ouais. pays très, très, très politisé de manière générale et je trouve qu'il il y a beaucoup d'expats qui ont quitté la France qui en fait maintenant se sentent absolument plus concernés par le pays, par les affaires politiques, par les affaires économiques et je te sens hyper au courant et je te sens hyper aussi, je sens que ça te tient à cœur et je trouve ça bien ça. Bah, en Que les fait, expats regardent vraiment ce qui se passe. moi, c'est ce que je disais à mes parents, c'est que je me suis barré de la France pour les impôts, pour les trucs, pour machin, mais aussi parce que moi, à la période lycée, j'étais tellement révolté, j'étais encore plus jeune, plus fougueux, plus machin, que je partais en manif tous les 3 jours. Ça me Ah ouais? révolte. Mais je comprenais pas pourquoi est-ce que les gens, ils voyaient ce qui se passait sous leur nez, tu vois, en affaires d'État, hein, vraiment, truc public, le nombre d'affaires qui a été publié, même aujourd'hui. Tu vois, les gens, ils s'en foutent. Enfin, j'ai l'impression que tu pourrais leur dire la plus grosse dinguerie sur l'État, ils feraient oh, c'est pas bien, et puis après, ils retourneraient à leur boulot. Mais moi, j'aurais monté une milice pour retourner les lycées, c'est pas possible. Enfin, si j'étais resté en France, mais ça me révolte de voir ce qu'on fait avec ma thune. Avec le nombre d'impôts que payent mes parents en France, mais vous devriez marcher sur des pavés d'or. Enfin, c'est pas possible. La sécurité devrait être au top du top. On devrait pas crever dans les hôpitaux. On devrait avoir une éducation qui est au top du top. Mais c'est pas normal que les gens se fassent saigner autant en France, parmi le pays le plus imposé, si ce n'est le deuxième, après la Belgique, enfin au monde, et qu'on a un niveau de service public qui soit aussi éclaté, avec un niveau de corruption qui soit aussi éclaté. Comment est-ce que les gens ils brûlent pas des ronds-points là? C'est pas possible. Je comprends Et, pas moi. est-ce que les personnes à Dubaï, les Français à Dubaï avec qui tu es, euh, bon, ils partagent ton avis, j'en suis persuadé, mais est-ce qu'ils pourraient également revenir si jamais la situation Je sais pas. fiscale. Ok. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais c'est même plus qu'une situation fiscale, hein. Ouais, bien Au-delà de sûr. ça, c'est une situation de confiance. Tu vois, quand on parle déjà juste de, même si c'est mis en place différemment, etc. On parle quand même de parler sur prendre de l'épargne privée pour financer X ou Y conneries C'est dont pas on n'a encore le même pas. cas. Non, C'est mais pas c'est encore pas le cas. encore. Non, mais c'est pour ça que je dis que la mise en place est encore loin. Mais juste déjà de fait d'en parler, c'est du vol au plus haut point. C'est littéralement, moi là, rien que d'en parler, je vais arrêter parce que ça me rend fou. Mais comment est-ce qu'on peut penser ça? Et en plus pour un truc qu'on n'a pas voté, enfin, que les gens, qui est-ce qui a voté pour Ursula von der Leyen? C'est qui cette fille? Qui est-ce qui l'a, enfin, oh, ça va pas les gars ou quoi là? Il y a personne qui se réveille. Moi, ça me rend fou. Mais je Ça me crois que rend la fou. manière dont ça fonctionne, c'est que théoriquement, t'as voté pour un mec qui a voté pour elle. Un Mais truc oui, dans ce mais non, mais bien sûr, mais c'est pas en vrai. Enfin, c'est pas du tout démocratique. C'est absolument pas démocratique, ça fonctionne pas du tout comme ça. Je suis pour une société, une économie libertarienne, pour peu d'intervention de l'État. C'est ok pour que des milliardaires aient le droit d'avoir leurs médias et influencent de manière. Bon bah c'est un peu une dérégulation du marché, mais comme ça. Mais la corruption qu'il y a dans l'État actuellement, le, 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 le manque de transparence, on ne sait pas où les budgets vont. Il y a des centaines de millions qui disparaissent. C'est OK. Il y a des affaires d'État qui éclatent à l'échelle européenne, à l'échelle nationale. C'est OK. Enfin, à un moment, c'est tellement gros, ça passe sous nos yeux. L'argent des Français, tu sais même pas où il va. Il y a déjà juste de pouvoir faire on n'est même pas capable de pouvoir faire un audit public des dépenses. Concrètement. C'est-à-dire que les Français devraient recevoir à la fin de l'année un papier avec, tu sais, un camembert en disant, bon là, il y a tant de millions, tant de milliards, plutôt, pardon, qui sont passés là-dedans. On a tant de dettes, tant de milliards ont vraiment servi à placer la dette. On en a encore tant pour la retraite. Juste déjà d'être transparent. C'est ce qu'ils ont fait au Salvador, c'est ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis avec l'IRS. C'est En France, il y a un site spécial pour ça où tu peux voir ce genre de chiffres. La problématique, c'est que c'est pas accessible au commun du mortel. Tous ces chiffres sont accessibles, hein.
Il y Ok. a un site officiel où tu peux avoir accès à tout ça dans le détail, mais c'est indigeste. Tu comprends rien, tu sais pas vraiment. Et Ok. puis forcément, il y a des black box. Parce que même ceux qui étaient à la Cour des comptes et qui, euh, tu vois, il y avait pas mal de députés qui étaient à la Cour des comptes et qui, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'il y a des sous-catégories. Ils cachent des catégories, des sous-catégories dans des catégories. Ce qui, en fait, par exemple, te disent, bon, bah, on a dépensé 100 milliards dans ce secteur-là. Sauf qu'en réalité, il y a 90 milliards qui sont dépensés dans ça, ou alors 40 milliards dépensés dans ça, et le reste, 60 milliards dans vraiment ce secteur-là. Mais les 40 Hmm. milliards, ils ont été catégorisés dans. C'est comme la TVA sur le chocolat que vous avez dû voir passer. C'est quoi ça? Non? Pas vu? En fait, ils voulaient faire passer le chocolat de 5 à 20%, une connerie comme ça, machin. Et sauf qu'il y a 8 catégories de chocolat, en Ah fonction de si le si, chocolat est j'ai du vu ça. chocolat au lait, du chocolat noir, si c'est du chocolat fourré, pas du chocolat fourré, du chocolat dessert, pas du chocolat dessert, si ça tient en une bouchée, c'est-à-dire 20 grammes, espacé de 5 centimètres, qui du coup dit intérieur dans la bouche. Mais du coup, ça a été remis en question par l'Assemblée. Et on perd du temps pour des trucs, mais. Et au final, ça vient à une perte fiscale de 230 millions d'euros, plus les lobbyistes qui bossent dessus, plus les mecs de l'État qui bossent dessus. Et en fait, c'est juste aberrant de voir à quel point on perd du temps, on perd d'énergie, on perd de l'argent, on essaye de tout réguler. C'est comme les cookies à l'espace européen, enfin tu vois, les cookies, les lois RGPD. Quelle connerie quoi, quelle connerie. Bref, je suis désolé de partir là-dessus, je me Ah perds un peu, mais non, aucun on perd un souci. potentiel français. Tu vas à New York, ce que dit Charles Gave, tu vas à New York, tu vas à Dubaï, tu vas à Hong Kong, tu vas voir les talents qu'il y a là-bas, il n'y a que des Gaulois, c'est ce qu'il dit. C'est vrai, il y a un nombre de Français qui sont talentueux, qui pourraient faire rayonner la France à l'échelle enfin, internationale, et on est en train de défoncer. Moi, les potes que j'ai, les quelques potes encore que j'ai dans les grandes écoles d'ingénierie française, l'INSA, Polytechnique, etc., machin, il n'y en a pas un qui se voit faire l'avenir en France, son avenir en France. Et pourtant, c'est des personnes qui pourraient bosser sur des Rafales, sur de l'aéronautique, qui pourraient bosser chez Dassault, mais il n'y en a pas un qui se voit rester en France. Parce que l'insécurité, elle est, enfin, ça va plus. Il y a un trop gros arbitre, ça y est, on a passé l'arbitrage, tu payes trop d'impôts pour trop peu de services. Et le truc, c'est que oui, la classe moyenne qui est endettée sur 20 ans avec son pavillon en France et son chien, et il va pas pouvoir se barrer, ou il a pas soit l'ouverture d'esprit, soit le courage, parce qu'il a pas eu les possibilités de le faire, il va pas se barrer. Mais sur les 15 000 derniers nouveaux millionnaires l'année dernière, bah, 13 000 se sont barrés, parce que eux voient les options, et eux voient que, bah oui, c'est pas logique. On est passé sur une chaîne internationale, une scène internationale, pardon, où les pays doivent se vendre comme des entreprises, à mon sens. Donc tu es là, tu regardes, ok, est-ce que le Panama c'est intéressant? Est-ce que les US c'est intéressant? Est-ce que les UAE c'est intéressant? Est-ce que Singapour c'est intéressant? Est-ce que pourquoi pas la Chine c'est intéressant? Tu vois, en vrai. Enfin, tous mes potes qui habitent en Chine, qui font du e-com, qui font des stocks, etc., machin, ils me disent que bah, le vrai sentiment de communisme, il est en Europe, il est pas en Chine, hein. En Chine, t'as pas de limite, tu peux scale, tu peux dépenser ton argent, t'as le droit de retirer ton argent, t'as le droit de faire ce que tu veux. La pensée, elle est beaucoup plus capitaliste en Chine qu'en Europe, bizarrement, ironiquement. Et la vie est sympa en Chine? La vie est Jusqu'à sympa en maintenant. Chine. La vie est super sympa en Chine. Alors, ça dépend où tu vas, comme d'hab. Mais Ouais. en Chine, c'est tellement moderne. On a un niveau où on se rend pas compte. Moi, il faut que j'y aille parce que le niveau de modernité, de patrimoine, c'est un des plus vieux empires du monde, la Chine, hein. Ouais. Plus vieux que les Égyptiens, plus vieux que. C'est c'est- c'est assez impressionnant, quand même. Donc, il y a un patrimoine culturel qui est assez impressionnant. Puis surtout, les gens bossent, en fait. Les gens bossent, il y a une logique derrière tout ça. Bref. Donc, ouais, non, quel dommage. Pour conclure, Mathis, est-ce Ouais. que, on pose toujours la même question aux invités, selon toi, c'est quoi the next big shit dans le business, que ce soit dans ton activité, dans ton industrie, dans l'industrie de tes clients, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu regardes? Tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais peut-être une Ouais. autre, ou alors revenir sur l'un des deux, que ce soit le personal branding ou l'IA. Bah, je dirais AI quand même. Mais bon, c'est tellement évident que je sais pas si c'est vraiment the next big shit, parce qu'en général, the next big shit, c'est le truc que les gens ont pas forcément vu voir. Alors après, la question, ça va être dans le secteur de l'AI, quelle est la sous-catégorie qui va rendre les personnes milliardaires? Euh, Tu vois, Internet, c'est autant Instagram que Spotify que Netflix ou que justement de l'AI. Donc, évidemment qu'en 2000, tu aurais fait des podcasts, vous avez fait The NBS en 2000, tout le monde aurait probablement répondu Internet. Ils auraient raison.
Mais c'est pas le vrai coup à jouer. Le vrai coup à jouer, c'est quoi? C'est est-ce qu'on essaie de trouver Spotify, est-ce qu'on a trouvé, tu vois? Donc moi, je te dirais l'AI, parce que c'est une réponse facile et que je pense que je vais avoir raison. Maintenant, là, c'est trop facile de dire l'AI. C'est quoi dans l'AI? Quel big ID dans l'AI? Quelle boîte dans l'AI? Quel service dans l'AI? Quelle révolution l'AI va apporter au secteur musical, vidéo, divertissement, entertainment, divertissement, c'est la même chose, mais je veux dire, éducation, B2B, hardware, tu vois. Donc voilà, j'ai quand même l'impression que le truc le plus dur actuellement, c'est justement ce truc de hardware, de avoir des robots qui remplacent ton cuisinier, qui remplacent ton livreur, qui remplacent tous ces rôles-là. C'est super dur, ça coûte cher. Mais la boîte qui va réussir à justement pouvoir le produire en masse et à remplacer, et ben, il va avoir un marché énorme. J'ai une petite prédiction quand même, avant de finir. C'est que s'il y avait une boîte sur laquelle je pouvais essayer de rentrer au capital privé, mais que j'arrive pas pour l'instant, c'est SpaceX. Parce que SpaceX va déployer le plus grand nombre de satellites au monde actuellement. Et que je pense que vraiment, une révolution qui va se faire, qui va pas totalement changer notre quotidien, mais qui va être changée en termes de. On va plus passer par des opérateurs comme Orange, Free, etc. Comme d'habitude. On va vraiment juste être connecté au satellite Starlink par notre téléphone. Apple est en train de signer des deals avec SpaceX pour justement être connecté directement au satellite partout dans le monde. Comme ça, tu as un réseau international qui couvre partout, tu n'as plus de problème de réseau, de galère, de machin, etc. À voir comment est-ce que Musk va réussir à négocier avec l'Europe pour mettre en place ça chez justement les géants de la téléphonie en C'est France. mal barré pour l'instant. C'est mal barré et à la fois, sans Musk, il n'y a pas de fusée, il n'y a pas de programme spatial en Europe. Il y a pas de, s'il enlève sa Gigafactory en Allemagne, il n'y a plus de programme spatial. Donc est-ce qu'on est prêt à plus avoir de programme spatial? Tu sais, il a des deals. Tu sais, en Europe, on a dit on va censurer X pendant 2 mois. Il a envoyé quelques textos à Ursula von der Leyen en disant bon, vous êtes gentil, mais sans moi, il n'y a plus de programme spatial. Est-ce que vous voulez vraiment censurer X? Ah ben non, on censure pas X en fait finalement. C'est même plus là un sujet aujourd'hui. X, il est plus du tout censurable en Europe. Donc, faut regarder en négociation comme partout qui est-ce qui a les cartes. Et c'est juste des rapports de force. Donc c'est assez intéressant de voir comment est-ce que ça va ce truc. Mais je pense que pour le coup, si j'ai une prédiction dans les 3 prochaines années, on n'aura plus de réseau téléphonique mobile. On aura un deal entre Apple et SpaceX, et les Américains, du coup, posséderont les réseaux Internet de tout le monde avec les téléphones de tout le monde à travers le monde. Voilà. Et oui, très américanisé, mais c'est déjà un peu le cas, ouais. Voilà. Alex, tu veux dire une dernière chose ou pas? Bah non, c'est nickel. C'est bon pour moi. Bah écoutez, merci infiniment, merci infiniment Merci à toi. Mathis, c'était hyper intéressant. Podcast, on a pu parler pas mal de choses, pas mal de points. Merci pour ta venue. Et où est-ce qu'on peut te suivre? Lien, je partage un lien vers ta chaîne YouTube. YouTube. En vrai, YouTube, ça suffit largement. Ok. Bah, écoutez, Super. je mettrai ça directement dans la description. Génial. Merci à vous pour abonnez-vous, et l'invitation et incroyable. Ça me fait trop plaisir d'être venu. puis- Génial. Ça nous fait plaisir aussi. À la prochaine. Ciao, À ciao. plus. Ciao, ciao. Bye.